vous demande d'accueillir Ève Duchemin. Et alors, on a Jean-Baptiste Dumoulin qui va nous rejoindre également. Mais du coup, peut-être que Salut, Duchemin, Dumoulin, tout va bien. Enchanté, merci. Mais alors, du coup, Jean-Baptiste, vous travaillez au centre Louisa. Vous êtes responsable du centre Louisa. Mais je veux bien savoir un peu plus, en fait. Oui, alors du coup, le centre Petit Rempart aujourd'hui s'appelle Louisa, mais c'est le même lieu. Du coup, c'est un centre géré par le SAMU social avec 134 places qui accueille tous les jours des femmes sans solution d'hébergement. L'année dernière, on a accueilli à peu près 1100 personnes avec une durée moyenne de séjour de 7 nuits, mais avec des personnes qui restent très longtemps et des personnes qui restent un jour ou deux. Ça te va, on commence par le début? Oui. Ça va? Ça va. Ok. Parce que, donc, pardon, moi je connais pas le nouveau directeur du centre du Petit Rempart ou Louise. Comment vous avez reconnu le centre que vous dirigez maintenant? Oui, c'est assez impressionnant comme le centre n'a pas changé et en même temps garde le même fonctionnement, que ce soit au niveau des lieux, mais même au niveau des règles, des professionnels aussi. Il y a pas mal de professionnels qu'on reconnaît qui sont encore ici, d'autres que j'ai jamais vus, mais voilà. Non, vous venez de découvrir le film. Et est-ce que le portrait vous semble juste? Drôle de question. Mais... Non, c'est bien. Oui, plutôt. Plutôt, avec le fonctionnement du centre un peu au quotidien. Voilà. Des personnes aussi qu'on reconnaît, qu'on revoit aussi. Au niveau des bénéficiaires, les chambres n'ont pas bougé. Enfin, voilà, un fonctionnement qui est plutôt fidèle. Et alors, moi, je vais je vais poser une question sur le titre, ce qui fait un peu le lien. Mais pourquoi avoir... Est-ce que le titre de Petit Rempart était là dès le départ? À quel moment il est apparu? Parce qu'on aurait pu avoir un titre, puisque le film est centré sur... Enfin, est un peu le portrait de Meriem. Le film aurait très bien pu s'appeler Meriem. Pourquoi Petit Rempart? Alors, donc ce film, je vous ai expliqué un peu le départ, il s'est fait complètement à l'arrache. Et pour financer, en fait, on a besoin de financer un film, même si, vous avez compris, je suis toute seule avec ma caméra. Mais je sais qu'après, il y a du montage, de tout ça. Ça s'appelait « Il et des femmes qui se perdront toujours ». Sauf que sur la route, elles se perdent, mais elles ne font pas que se perdre, elles cherchent des solutions pour sortir. Et il y a quand même quelque chose. En fait, moi, je venais d'un long parcours dans le milieu carcéral. Et il y a énormément de liens. En fait, j'avais l'impression de faire les mêmes plans, les couloirs, les portes qui se ferment, les règles, le milieu asilaire, ça s'appelle. Et donc, du coup, j'étais assez étonnée de... Mariem, au début du film, elle était pleine de je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, quand je vous ai dit, elle voulait voir tous mes films, en fait, en gros, elle voulait faire le casting du réalisateur qui allait faire le film d'elle dans son moment de difficulté, vu qu'elle vient d'un milieu un peu plus nanti, enfin, je pense que vous l'avez compris. Et plus je tournais, plus elle était vulnérable, plus les mots arrivaient, plus ce qu'elle avait vécu devenait douloureux, plus le labyrinthe administratif devenait complexe, et plus, évidemment, dans un atterrissage dans ce monde-là, il y a un accompagnement social très fort, mais qui a aussi son versant, pardon, ça va qui a son versant infantilisant. Et en fait, plus on est infantilisé, plus potentiellement l'idée de sortir devient de plus en plus fragmentaire et flippant. Et donc, plus je me rendais compte que ces femmes étaient... Bon, déjà, à la base, je pensais que j'allais faire un film sur la précarité. Et puis, plus je filme de scènes, plus je rencontre d'autres femmes, plus la violence masculine s'invite à chaque séquence. Et donc, le sujet de mon film est en train de se déporter très fort. Donc, voilà. Et donc, petit à petit, je me rends compte que... Comment ? Que ces femmes-là, elles passent du temps pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé et qu'au final, le moment de sortir,
il y a le système qui les infantilise un petit peu. Il y a ce qu'elles ont découvert de la violence qu'elles ont vécue avant d'arriver dans ce centre-là qui les fragilise et que le moment d'arriver à la sortie les rend potentiellement beaucoup plus vulnérables. Donc en fait, voilà, ce centre, il s'appelle Louise Petit Rempart. Enfin voilà, bon, peu importe, il y a des histoires de... Je ne vais pas m'aventurer, c'est compliqué de ne pas divulguer les adresses et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que Petit Rempart, ce que je trouvais beau dans l'histoire, c'est que c'est des murs qui les protègent de l'extérieur et de la violence. Et notamment dans ce film-là, on se rend compte comme les hommes, ils sont juste derrière cette grande porte de métal. Donc c'est un rempart, mais il est petit, parce qu'il est friable, parce qu'en fait, ça les accompagne pour un temps et ça les fragilise aussi d'être entretenues pendant un temps, que ça les perd dans leurs repères, qu'elles sont aussi en train de réaliser ce qu'elles ont vécu avant et ce qu'elles ont à faire. Enfin voilà. Donc je trouvais ça important de raconter que c'était petit, que c'était protégeant, mais que c'était petit et que c'était pour un temps. Voilà. Non, moi, je trouve qu'il y a une jolie métaphore Merci. dans le titre et un très joli travail sur l'affiche. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y aurait déjà une question ou même... Bon, voilà. On va vous apporter un micro, comme ça tout le monde pourra... Il y a une hiérarchie, il y a des micros et on est là pour vous. Oui, je m'excuse, je serai peut-être un peu brutal dans ma question, qui est un peu double. D'une part, Mariam, c'est un peu un cas d'exception qui reste tellement longtemps dans le centre. Donc il y a peu de gens qui, je crois, restent... beaucoup restent pour 7 jours, etc. Et puis ils ne trouvent pas d'autres emplacements, etc., etc. Et donc ma question un peu brutale est, d'une part, on connaît bien le problème des violences familiales, c'est bien connu. Et donc le film, évidemment, forcément, puisque c'est un hébergement de femmes, c'est vrai que probablement 2 sur 3 ont subi ces conséquences, ces violences. Et donc, je voudrais demander un petit peu, en règle générale, combien de gens devez-vous refuser chaque soir? Et est-ce que ce n'est pas encore pire du côté des hommes, au niveau simplement hébergement? Voilà, merci. Je pense que cette question, elle est pour toi. Alors sur les refus, aujourd'hui, on fait quelques refus par jour. Et en général, comment dire, on va dire qu'on va faire une dizaine de refus dans la journée. Par contre, avec les lits qui ne sont pas pourvus, avec des personnes qui soit n'arrivent pas au centre, soit qui partent du centre, on arrive à redistribuer les places. C'est ce qu'on voit à 22h quand ils font les présences, mais aussi à minuit, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est très rare qu'on n'arrive pas à accueillir toutes les personnes qui demandent. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, par contre, on a des refus qui sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, on a à peu près 1 personne sur 3 en hommes qui fait une demande qui va être pris en charge dans un centre, qui est dans un autre centre. C'était quoi l'autre question? Moi, l'autre truc que je peux rajouter, c'est qu'en fait, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Moi, en fait, il y a des projets qui sont acceptés par le SAMU social. Je prends ta partie, pardon. Je ne veux pas faire l'experte là-dessus, mais il y a des femmes qui restent à long terme. En fait, le SAMU social embrasse leur projet, ils croient. Et donc, il y a certaines personnes dans le SAMU social qui peuvent rester longtemps, notamment maman Jeannette, qui est dans cette salle, que j'embrasse très fort. Alors, il y avait une autre question en haut. Ouais. Le tournage s'est fait sur combien de temps? 6-8 mois, quelque chose. En fait, le truc, c'est que Mariam a accepté ce tournage parce qu'elle était persuadée qu'elle allait rester 2-3 mois dans le centre et qu'elle allait très vite résoudre son problème administratif. Et le fait est que ça s'est enlisé très fort. Et donc, je pense que c'est peut-être 6-9 mois. Il faudrait que je comptabilise, mais c'était long. En fait, on sent les saisons passées, hein, je pense. Ouais. Oui, je vous en prie. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour le film. C'était vraiment très, très beau à voir.
Et moi, je m'interroge notamment quant au processus de faisabilité, en fait, parce que donc, moi, je suis travailleuse au SAMU, au Centre pour les familles. Donc, il y a aussi beaucoup de femmes là-bas, mais qui sont là avec leurs enfants. Et souvent, elles ne sont pas du tout à l'aise avec tout ce qui est caméra, photo, etc. parce qu'elles ont notamment très, très peur que leurs compagnons les retrouvent. Et donc, je me dis, voilà, je ne sais pas du tout comment ça s'est fait, mais si vous avez débarqué avec votre caméra dans ce centre, comment ça s'est fait? Comment est-ce qu'elles ont pu se sentir en confiance? Surtout que je vois qu'il y a eu des confidences, qu'il y a même eu des moments de nudité partielle, etc. Enfin, devant une caméra, pour ces femmes, ça a dû être un processus aussi pour se sentir en confiance. Et donc, je me demande un peu comment ça s'était fait. Alors, déjà, la confidence, la confiance, ça se passe dans le temps. Je ne suis pas une équipe, on n'est pas 15, je suis moi-même toute seule. Après, évidemment, il y a plein d'enjeux à discuter, des représentations. Après, très vite, elle comprend que je vais filmer longtemps et que le film il sera prêt dans 2 ans, 3 ans. Donc, il y a plein de femmes qui, par exemple, disent des choses en disant on s'en fout, ça sortira que dans 2-3 ans. Enfin, je veux dire, par rapport à leur mari ou ex-mari ou tout ça. Les histoires de nudité, je ne sais pas trop exactement à quoi vous faites allusion parce que je n'ai pas l'impression que ce soit un film ultra sexy, mais peut-être potentiellement c'est la personne qui montre la bosse qu'elle a eue à cause de sa violence au travail. On parle de ça ? Oui, voilà. Oui, je ne faisais pas d'autres allusions. Non, pas de souci. Non, parce que je n'ai pas l'impression que c'est un film très sexy, chaleureux, amoureux, j'espère, mais sexy, non. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup et qu'on parle beaucoup d'exploitation du corps, d'exploitation tout court, du travail, de qu'est-ce que ça veut dire être sans papier, de la société belge. Et donc, à un moment, en fait, on est toutes d'accord de quoi on est en train de parler. Donc, évidemment, de cette scène. C'est moi ? Pardon ? Oui, elle va montrer sa fesse, mais parce qu'en fait, elle est en train de montrer son exploitation au travail par les Blancs. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, c'est plus une histoire de corps, c'est une histoire de quoi on est en train de parler. En fait, on est ensemble. Voilà. En fait, je pense qu'on est en train de toucher du doigt la différence entre potentiellement du documentaire et du reportage. Je suis avec elle beaucoup longtemps. On parle. Je dors avec elle, des fois. Et qu'il y a un moment, ce qu'on a à dire, on le dit. Et si elles le disent face caméra, c'est parce qu'en fait, elles pensent que c'est important que ce soit dit. Et après, il y a des choses qu'elles disent et puis finalement, elles ne veulent plus dire. Et puis finalement, on ne le montrera pas. Mais là, en fait, c'est ça. Quand on passe du temps avec des gens, en fait, ce n'est pas que mon film. C'est le film de Mariam et de Lumna, beaucoup. On décide de qu'est-ce qu'on pense que ce qui est important d'être dit. Merci. Mais avec plaisir. Alors, s'il y a déjà une autre question, n'hésitez pas à lever la main. On trouvait important, en discussion avec Screenbox, de sortir le film à l'automne, parce que je trouvais que c'était important que les gens reprennent conscience du froid et de l'importance des centres, qui, à mon sens, sont tout aussi importants en dehors de la période d'automne. Mais du coup, là, j'ai une question qui est plutôt politique, avec le fédéral qui a annoncé qu'il n'allait plus soutenir concrètement. Comment ça va se passer pour vous ? Concrètement, on ne sait pas, pour être honnête. C'est-à-dire que les autres années, on s'apercevait qu'il y avait une ouverture de places supplémentaires pendant l'hiver. On savait qu'il y avait un peu plus de moyens qui étaient alloués et on essayait d'absorber une plus grosse demande ou une plus grande vulnérabilité. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, clairement. Donc voilà, on prévoit un plan grand froid, à se dire s'il fait moins 6 degrés pendant plusieurs jours d'affilée, peut-être il y aura des moyens qui sont débloqués, mais se pose la question de avant, après, pendant combien de temps. Voilà. Et aujourd'hui, typiquement, le centre est en full capacité. Et la question de où est-ce qu'on mettrait les personnes supplémentaires, pas dans ce centre-là, parce qu'on est déjà à pleine capacité. Et on n'a pas forcément de centre qui attend à moitié ouvert, à moitié plein pendant toute l'année pour accueillir plus. Donc on ne sait pas. Est-ce que tu veux bien raconter qu'il y a
Il y a tous les lits des dortoirs, mais il y a aussi un endroit où vous rajoutez des lits de camp le soir. Mais oui, mais en fait, tu parles pragmatique comme si tout le monde connaissait ce monde-là. Mais il y a quand même des lits un peu inventés le soir avec des lits de camp dans la cafétéria. Mais en fait, c'est intéressant de le raconter. Je m'excuse de donner ton texte. Si. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'accueil café. Donc finalement, il y a une salle d'activité qui, la nuit, est occupée avec des lits de camp pour pouvoir augmenter la capacité d'accueil. C'est quelque chose qui était mobilisable les autres années. Là, depuis cette année, on a augmenté notre capacité et du coup, ces lits sont subventionnés. Du coup, on les utilise. Et voilà. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour l'accident et les gens à la dernière minute. Excuse-moi de ne pas vendre ton texte. Mais c'est beau. Moi, je trouve l'accueil qu'a fait. Voilà. Je veux dire, la femme enceinte espagnole. Le film ne le dit pas parce que je n'ai pas ces images, mais elle a fini par aller à l'accueil cafétéria. Elle n'a pas dormi dehors. Là, vous voyez l'Espagnole qui est enceinte. Voilà. C'est pour ça que c'est important de raconter qu'il y a aussi du hors chiffre. Oui. Du coup, oui, non, c'est pour dire, on essaie au maximum de pousser les murs comme on peut. On fait peu de refus. Après, j'en fais pas forcément la pub parce que c'est pas toujours très légal. Mais voilà. Mais ça existe. En termes de chiffres, par contre, est-ce qu'il y a une régression, est-ce qu'il y a une évolution, où on en est? Est-ce que c'est de mal en pis chaque année? Est-ce qu'il y a voilà, quelle est la réalité numérique pour le coup derrière ça? Parce que c'est juste la face visible d'un iceberg. Pour moi en tout cas. Donc, Alors la réalité, c'est que ça augmente d'année en année. Là, depuis l'année dernière, on a ouvert à peu près 25 places en plus, en partant du principe que ce serait jamais utilisé, ce serait du surplus. Force est de constater qu'on s'est trompé et qu'aujourd'hui, on est encore de nouveau à se poser la question des refus, à se dire que les personnes qui ne sont pas présentées à 10 heures, il faudra quand même redistribuer les lits parce qu'on aura encore des demandes. Donc c'est un chiffre qui ne décroît pas. Pour deux raisons. C'est que, alors, il y a toujours la question des nouvelles personnes, mais aussi la question des personnes qui restent depuis très longtemps. Et finalement, il y a des hébergés qu'on voit dans le film qu'aujourd'hui on voit encore, parce que faute de place, faute de dispositifs adaptés pour les orienter. Et du coup, non, aujourd'hui, en termes de chiffres, ça ne s'arrête pas. Bonsoir. Merci pour ce film. Et puis, je voudrais en profiter pour remercier et féliciter tous les travailleurs sociaux et les assistantes sociales, les psychologues, peut-être les traducteurs, enfin tous ceux qui sont là jour par jour dans ces associations et dans ces foyers. Pour ce qui est de la découverte du centre, moi, ce qui me frappe, c'est le bruit. C'est le bruit, c'est Enfin, je me visualise dans ce centre et je me dis, je souffrirais terriblement de ne pas avoir de lieu paisible et d'être toujours au milieu de sa souffrance et de la souffrance des autres. Et je me demande si cette superposition de souffrance, on voit évidemment l'entraide, mais comment est-ce que vous pouvez gérer la superposition de souffrances différentes au sein des centres et qui se manifestent entre autres par du bruit. Océaniquement, JB, c'est pour toi cette question. Après, on peut parler du son dans le film. Oui, après, j'enchaîne. Oui, du coup, je pense que ça amène aussi aux limites de notre accueil et ce qui
permet, c'est-à-dire que le collectif, ça permet aussi aux personnes de se sentir moins seules et de se sentir entourées quand elles sont accueillies. Et en même temps, ça pose la question de la tranquillité. Il y a très peu de tranquillité finalement dans un centre. C'est des chambres qui sont tout le temps collectives, on est toujours soumis au regard de l'autre. Et ça pose plein de questions sur la question de la qualité d'accueil qu'on peut proposer. Donc ça, je l'entends. Après, sur la question de comment on fait pour la superposition de toutes ces souffrances, je n'ai pas forcément de réponse toute faite. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil des situations individuelles, et on se centre beaucoup sur l'individuel en général, sur les accompagnements. Et après, il y a aussi toute une vie dans ce centre qui absorbe aussi et qui contient pas mal de choses. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est bien. En fait, ce qui est étonnant, donc je fais ta suite, pardon. Vous dites ça, et puis en fait, j'ai eu d'autres retours en disant c'est étonnant qu'il y ait si peu de bruit. Vous voyez ? Donc en fait, la subjectivité prend beaucoup de place dans chacun quand on voit un film. Après, ce qui est étonnant, moi qui ai passé beaucoup de temps avec Mariam dans le dortoir, il y a des fois le dortoir est plein de bruit, et en fait on a 0 place pour dire je. Et il y a plein de fois où on a le temps de faire toutes les scènes que vous venez de voir, où en fait je suis seule avec elle et on a vraiment le temps d'aller très très loin dans ce qu'on est en train de se raconter, parce que chacun a son rythme. Et après, quand vous dites comment on fait pour superposer tant de souffrances, c'est là où j'espère que vous sortirez du cinéma en ayant une autre idée de ça. C'est qu'en fait, toutes ces femmes, elles savent qu'elles viennent toutes avec leurs kilomètres d'histoires complexes, et qu'elles s'autorisent à passer du temps ensemble aussi, pas que à pleurer, mais à passer des moments de vie, à rire, à faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la vie, on pourrait dire on a tous nos casseroles. En vrai, on a tous des casseroles. Là, le fait est qu'elles sont dans un moment d'urgence extrême, mais ces femmes-là, elles ne passent pas leur vie à raconter c'est quoi leur casserole. Elles essayent de trouver un équilibre de chambre pour que la vie soit possible. Elles doivent cohabiter avec d'autres femmes dans des chambres. Alors, ce dortoir-là, elles sont 5. Des fois, il y a des chambres à 2, 3. En fait, leur enjeu, c'est comment on va faire pour cohabiter, pour que potentiellement la vie soit possible. Et quand on est dans le quotidien, on n'est pas là à déverser tout l'historique. On essaie de trouver un équilibre pour qu'on ait encore la place de rire, de manger des trucs cool, de sortir, de s'emprunter des vêtements. C'est ça le but. Et j'espère que vous avez un tout petit peu vu ça au-delà de l'accumulation des souffrances. Parce qu'en fait, c'est ça la puissance de la survie. Elles ont envie de trouver une porte de sortie pour tenir bon ensemble, je crois, de ce que j'en ai vu. Je ne suis pas travailleuse sociale, mais il y a quand même quelque chose. Individuellement, quand elles vont voir leur assistante sociale, évidemment, elles cherchent des moyens de sortir du labyrinthe, elles reprennent leur récit, on leur demande toujours de re-raconter ce pourquoi, du comment, à quel droit elles pourraient avoir accès. Mais ensemble, il y a quand même une espèce de puteur collective d'essayer de trouver l'énergie qui fait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer de tout ça. Je crois. Ouais, je te rejoins beaucoup, même totalement. Et c'est quelque chose qui me plaisait justement, notamment dans ce film, c'est que finalement on voit des personnes qui rient, qui continuent de vivre, qui continuent à créer des relations, et des personnes qui sont très résilientes quand même aussi par rapport à leur parcours, et qui continuent d'avancer dans un système qui n'est pas toujours simple, que ce soit au niveau administratif, mais aussi dans la notion de toujours avoir un projet et tout ça. Et justement, je pense que c'est aussi à ça qu'on s'accroche en tant que travailleurs sociaux, à un moment de voir qu'il y a des femmes qui sont capables, et toutes à leur échelle sont capables, et continuent d'avancer, et ont des envies, et se mobilisent. C'est sublime comme film. Hein. Je suis président du conseil d'administration du SAMU social, et je trouve que vous avez fait un travail fantastique de tous ces personnages qui sont tout aussi magiques l'une que l'autre. Et vous avez surtout aussi créé le SAMU social comme un personnage où tout le monde se réfère à lui avec ses défauts, ses absurdités, cette porte rouge pour le service social
qui est un peu fermé comme ça, comme l'absurdité de l'architecture du lieu, mais aussi tous ces travailleurs qui sont juste fantastiques, avec une humanité, même dans les règles. Et vraiment, chapeau, et longue vie au mois d'octobre pour que tout le monde voit ce film. Merci beaucoup. Merci pour vos mots. Merci. D'autres questions? Oui, merci Ève. C'est ça résonne. C'est un très très beau film, et en plus c'est très puissant de les voir. Je trouve, c'est vrai, de rire, de soutenir et tout ça. Et je trouve très puissant le fait de voir la violence faite aux femmes qui arrivent, qui expliquent leur parcours, toutes leurs difficultés. Et on sait que souvent, quand les femmes sortent d'une relation toxique et violente, c'est le moment où elles risquent le plus, où elles risquent le féminicide, elles risquent de mourir. Et ça, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose... Parce que tu l'évoques un peu, hein, on le voit, les hommes sont de l'autre côté de la porte. Elle explique aussi, elle a une capacité du regard sur les autres et sur elle-même qui est incroyable. Je veux dire, elle a un détachement quand elle explique les femmes, comment elles arrivent, qu'est-ce qui se passe après autant de jours, quand est-ce qu'elles retournent, comment elles reviennent. Elle a une grande lucidité sur les mécanismes dans lesquels on peut être pris et les mécanismes d'emprise. Donc voilà, je me posais la question, tiens, est-ce que c'est des choses que tu as perçues quand tu as filmé? Ça veut dire le fait qu'à un moment donné, effectivement, elles risquent leur vie, hein, le fait de quitter une relation violente. En général, on sait que c'est le moment où les hommes tuent. Voilà, tu l'abordes pas. Et puis c'est vrai que je pense que toutes et tous, on se demande mais comment elle va maintenant, en fait. 2 ans plus tard, voilà, tu vas pas révéler sa vie, mais je veux dire comment elle va. Et c'est vrai qu'aussi Lumna, le fait de... moi, je trouve ça assez touchant et assez dur aussi, le fait qu'elle ne peut que quitter sans lui parler, en fait. Elle peut que quitter sans lui dire au revoir, parce que tu imagines la difficulté que ça représente de dire au revoir quand on a créé une telle amitié. Voilà, juste entendre là-dessus. Okay. Alors, mais c'est bien, c'est une question océanique à laquelle je vais répondre. Évidemment, quand je rencontre Mariam dans cet atelier dont je vous parlais tout à l'heure, j'étais persuadée que j'allais partir dans un monde de la précarité féminine, notamment après le Covid. Voilà. Je pensais que j'allais parler vraiment de la pauvreté des femmes et de leur difficulté à tenir bon. Et je n'avais pas anticipé qu'en allant dans le SAMU, j'allais en fait finalement faire un film sur la violence conjugale, sur la violence des hommes qui sont derrière cette porte. Chaque scène, chaque femme. Alors, Mariam est un être exceptionnel vu qu'elle parle arabe, anglais, qu'elle est très, comment on va dire, sociable et généreuse. Donc en fait, elle génère chaque rencontre d'autres femmes qui créent une nouvelle scène. Dans chaque scène, la violence des hommes arrive. Dans chaque scène de tout ce tournage, même les scènes qu'on n'a pas montées avec Valène Leroy, la monteuse qui est dans la salle. Voilà, et en fait, de se rendre compte petit à petit qu'en fait, je suis en train de faire un film sur les violences conjugales, qui est quelque chose qui n'est pas prévu au départ. Et ça nous pète à la gueule de manière très véhémente, comme ça. Et ce que tu racontes, c'est les mots de la fin. Mariam, elle dit ça à la fin, c'est-à-dire elle est presque en train de sortir. Et en fait, il lui a fallu beaucoup de mois pour être capable de verbaliser ce qu'elle a vu et ce qui lui est arrivé à elle-même. C'est-à-dire au début, même pas mal, tranquille. Et puis en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, plus elle s'approche de la fin et plus c'est dur. Mais parce que plus elle s'approche de la fin, plus elle comprend ce qui lui est arrivé et dans quel truc elle a été broyée comme toutes les autres. Parce qu'en fait, elles vivent dans un centre de femmes et c'est un kaléidoscope il y a quelque chose qui n'est pas OK entre les hommes et les femmes. Et en fait, ça nous nique et ça nous fait descendre et ça nous fait tomber dans la rue. Il y a des femmes qui ont des problèmes de papier, il y a des femmes qui ont des problèmes de santé mentale, de pauvreté précaire, mais il y a quand même cette donnée qui est prééminente. Et en fait, on ne peut plus ne pas dire qu'on ne sait pas. Voilà, par exemple, cette scène où elle parle de la prostitution, c'est un peu la scène qui les réunit toutes. En fait, c'est prééminent. Enfin, on ne peut pas faire... voilà. Et donc, Mariam, quand elle analyse ce système, c'est vraiment à la fin, et c'est, il faut le rappeler, juste après une crise d'épilepsie. Et elle a une espèce d'analyse assez ouf, où en fait, c'est comme si elle sortait de son corps et qu'elle commence à faire une espèce d'analyse sociétale de l'histoire de la cloche et du système, dont lequel est encore Lumna, puisque à la fin du film, elle quitte pour retourner.
voilà, Lubna aura erré longtemps. Voilà, j'espère avoir répondu. C'est pas une réponse, c'est un constat, quoi, de l'évolution de ce film. Je pensais que j'allais filmer un sujet et en fait, j'en ai filmé un autre. Je n'avais pas compris que j'allais faire un film sur les violences conjugales. Et donc voilà, et au final, Mariem est sortie de là, elle est partie dans une casa qu'on explique un peu dans le film, et elle a mis 2 ans avant d'atterrir sur la planète Terre et de retrouver son rythme de vie. Je sais pas qui soupire, ça vous saoule? Elle a mis 2 ans à atterrir et à reprendre le fil de sa vie nouvelle avec tout ce qu'elle a traversé. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là ce soir, parce qu'elle n'a pas envie d'être l'ambassadrice ni du SAMU social, ni des violences conjugales, ni de la vie dans la rue. Elle est repartie. Et Lubna, elle est repartie chez son compagnon toxique. Et puis elle a erré. Et puis voilà. Et puis finalement, elle est partie en Espagne. Maintenant, elle a épousé un Sud-Américain. Elle a des papiers. Elle voit sa fille plus souvent. Mais ça, c'est les happy end. Más o menos, mais c'est que une partie de toutes les histoires de ces femmes. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'elle raconte, c'est cette histoire de cercle, et qu'en fait, il y a plein de femmes qui reviennent au SAMU éternellement, et qu'en fait, ça ne m'étonne pas que Jean-Baptiste, que je découvre ce soir, enchanté Jean-Baptiste, retrouve des femmes qu'il y a déjà dans le film, alors que ce film, il date déjà d'il y a 2 ans. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, plus ou moins. En fait, on va arrêter là. Oui, c'est déjà la fin, mais on va au bar, en bas, là, la buvette, si vous voulez. Je suis là, n'hésitez pas à venir parler avec moi, avec Jean-Baptiste, que j'espère que tu vas rester boire au moins une bière. Profitez, en fait, l'idée des questions-réponses, pardon Nicolas, je te vole ton texte, c'est les rencontres. N'hésitez pas à venir nous voir, nous payer des coups et discuter. Non, mais moi, je voulais dire que le film est lumineux et que je trouve que ça, bizarrement, il fait du bien, même si on y découvre pas mal de vautours qui rôdent. Voilà, le film sortira la semaine prochaine, le 8 octobre. N'hésitez pas à en parler de vous, parce que mine de rien, les premiers jours sont toujours essentiels dans la vie d'un film. Surtout les documentaires au cinéma. Et le bouche à oreille fonctionne toujours. C'est des films quand même, ça va aller. On est là pour le prouver. Voilà, une bonne Merci d'être venu, merci beaucoup.